Alors on reprend Bezrat Hashem et on va faire maintenant Gan. Alors Gan, c'est un mot très important. D'accord? Alors déjà pour l'hébreu, Gan, c'est à différencier d'un Pardes. C'est vrai qu'on traduit Gan comme étant un jardin, et donc Pardes, c'est aussi un verger. Mais quand on dit un jardin en français, c'est pas forcément qu'on voit qu'il y a des arbres fruitiers ou bon, voilà, jardin c'est un peu vague, d'accord? Donc, mais Gan aussi c'est un peu vague, mais ça peut quand même désigner comme étant un endroit où on peut cultiver des choses, d'accord? Alors Gan, évidemment, Gan Eden, etc. Tout ça, on va le voir. Alors Gan, le degré de Gan, Nikraot Abina vers Malchut. Évidemment, comme c'est un lieu où on va poser les choses, où les choses elles vont être stabilisées, c'est forcément lié à soit à Bina, soit à Malchut. Pourquoi? Vatam mevoar. Et la raison en est qui à Bina que la Bina, elle est appelée Gan, les Netiot, elle est appelée un Gan pour les Netiot, pour les choses qui sont plantées. Ça veut dire c'est. Alors, n'oubliez pas que Gan, c'est pas non plus Sadé. Gan, c'est pas un champ. Mais dans le Gan, comme je vous l'ai dit, on peut planter des choses. Donc, il y a un Gan pour les Netiot, pour les choses qui sont plantées. Chez Ayou, Kegarne Chagavim, et qui sont comme les, c'est une expression qui revient souvent, qui sont comme les antennes des sauterelles. Ça veut dire que ce sont les degrés de plantation les plus fins. Comme on l'a expliqué plus haut, que des Pirash Noulaïl, Besharim Akodmim, rappelez-vous quand on a vu effectivement comment est-ce que les séphirotes, en se déployant dans la Hitpashtout, elles vont chacune donner à l'autre la possibilité que celle-ci, rappelez-vous, elle va donner aux autres. Donc à chaque fois, ça plante. D'accord. Et la Malchut, elle est aussi appelée Gan. Vers Malchut, Nikret, Gamken, Gan, qui Gan, parce qu'elle elle est le jardin, les Netiot à Tartonot, par rapport aux plantations inférieures. Les chol asher yichafet veratson, et pour tout ce qui va correspondre à la volonté et au désir de l'émanateur pour émaner. Veratson amatzil et atzil, par exemple, pour pouvoir émaner les âmes. Les atzil neshamot et des autres choses. D'accord? Donc du coup, on va avoir cette notion de Gan. Évidemment, on verra quand on sera à Sadé. Alors, Sadé aussi, mais juste 2 mots, Sadé aussi, ça désignera la Malchut. Mais, ça sera 2 différences. Enfin, ça sera 2 états. Et effectivement, un jardin, c'est plus organisé qu'un champ. D'accord? Donc ça, Sadé, vous regardez à Dalet, Sadé, on va forcément retrouver un article Sadé, exactement. Alors il dit là-bas que Sadé, par contre, alors que Gan, ça peut être Bina ou Malchut, Sadé, c'est clairement Malchut. Très bien. Donc du coup, si on a un Gan dans Malchut et on a un Gan dans Bina, on va avoir ce qu'on appelle un Gan Elion et un Gan Tarton. Un jardin supérieur et un jardin inférieur. Et on aura ça, le Zohar le développera plus souvent, par exemple par rapport au Gan Eden. Le jardin d'Éden, il y a un jardin d'Éden en haut et un jardin d'Éden en bas. Le Zohar, il raconte une histoire extraordinaire. Il dit que si le Shabbat, les mondes, ils changent, si dans Shabbat, il y a une montée des mondes, il y a aussi une montée des âmes. D'accord? Et donc les âmes Shabbat, elles ressentent Shabbat, parce que Shabbat, ça fait partie de l'ordre de l'univers. Donc il n'y a pas de raison que même en haut, ils ne sentent pas Shabbat. Et donc, par exemple, il explique, le Zohar il dit que les juifs qui sont dans le jardin d'Éden inférieur, ils montent dans le jardin d'Éden supérieur. Donc Shabbat, pour eux aussi, ça monte, ils montent de degrés. Alors le Zohar là-bas, il pose une question, il dit, mais alors le jardin d'Éden en bas, alors il se retrouve vide Shabbat? Alors il dit non, parce que ceux qui sont dans les degrés encore en dessous, eux, ils accèdent à un degré supérieur.
On a dit que, donc ça c'est par rapport au gan inférieur. Maintenant dans le Zohar, dans Parashat Shemot, d'ailleurs c'était justement notre paracha de la semaine, il y a marqué. Alors, voilà ce que dit le Zohar. D'Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il a dit, Ma ganazé, de même que ce jardin-là, Tsarich la'ador v'lishmor ou lashkot. Ce jardin-là, il a besoin d'être ador. Ador, ça veut dire qu'il a besoin d'être clôturé. Il a besoin d'être gardé. Il a besoin d'être disposé, mettre en ordre. Ça peut vouloir dire aussi sarclé. Bref, qu'on a besoin de s'occuper de ce jardin. L'ishmor, de le protéger. Ou l'ashkot, et de l'irriguer. Car Israël, donc de même, l'Assemblée d'Israël, l'Assemblée d'Israël, elle a aussi besoin d'être encerclée, protégée, gardée et être irriguée. Voir là-bas dans le Zohar. Donc, pirouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a ici comparé le jardin à l'Assemblée d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, ou pirouche inyan lishmor? Ça veut dire quoi ici, le fait de garder? Parce que ce mot de garder, de shomer, il a plusieurs sens en hébreu. C'est vrai que par exemple, quand on dit shomer et yom Shabbat, il y a marqué tu garderas le jour du Shabbat. Alors en général, les gens ils disent que ça veut dire tu l'accompliras, tu le mettras en œuvre. Mais le sens le plus clair de shomer, on verra d'ailleurs dans shomer, c'est le fait de le protéger, de faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Donc c'est ça le rôle du gardien. Il garde une chose pour qu'effectivement, pour la protéger. C'est ce que explique ici le Ramak. Ou pirouche inyan lishmor. Ça veut dire quoi cette notion de shemira, de garder? C'est comme par exemple dans le verset de Isaïe. Al-Chomotaïr Yerushalayim ifkati shomrim. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai mis en place, j'ai ordonné à ce qu'il y ait des gardiens. Donc ce sont eux qui gardent Jérusalem depuis les murailles de Jérusalem afin que Jérusalem soit protégée. Et de même, Ishrarbo al Yericho, donc et de même dans le verset des cantiques, quand on parle des Giborim Savivla mi Gibori Israël, les héros, les gens qui étaient forts et qui gardaient la couche du roi Salomon. Donc c'est-à-dire le fait de le protéger. Donc, je répète, on voit bien ici qu'il y a donc un parallèle que le Zohar fait directement entre le jardin et l'Assemblée d'Israël, et donc ce qui voudrait dire que ici, Gan, c'est Malchut. Et d'ailleurs, dans les Tikkunim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué, à la Shalom, que pourquoi est-ce que ici on a désigné la Malchut comme étant un jardin, Gan? Parce que Gan, c'est 3 et 50, donc ça fait 53. Chez Ikelula, mi Gan Sedarim, chez Batora, chez Birtav, la Malchut, elle est appelée un jardin lorsqu'elle est composée des 53 ordres, des 53 parachiotes, péricopes de la Torah. Lorsque la Malchut, elle comprend toute la Torah écrite, alors elle s'appelle jardin. Les Orot, qui iyoneket, c'est pour indiquer que la Malchut, elle va puiser, ou meatselet netiot tagan, et elle va émaner les pousses du jardin, Asher les Baala, qui est à son époux. Pourquoi? Parce que il y a le jardin et il y a celui qui est le propriétaire du jardin. Le propriétaire du jardin, c'est Tiferet. Et la Malchut, c'est là où se situe le jardin de Tiferet. Le Zohar, il ira plus loin, dans Shar Maoud Vanaga, à propos de, par exemple, dans Shar Atzmut de Maoud Vanaga, tout à fait. Il explique là-bas que le Yesod, il s'appelle le jardinier. Donc il y a celui qui jardine, le Yesod, c'est lui qui va s'occuper du jardin, il y a le jardin lui-même, et il y a le propriétaire du jardin. Ve'u amashke otam leagdi netiot kanoda. Et effectivement, c'est lui qui va irriguer ce jardin afin de faire, d'assurer à ce que ce jardin se développe comme il se doit. Maintenant,
Normalement, on a dit jardin, c'était lié à Malchut. Cependant, il y a de nombreux jardins. On voit même dans Shirachirim que jardin, c'est au pluriel. Od yesh ganim. Il y a donc d'autres degrés de jardin. Ve'em chamesh sefirot, qui vont correspondre aux 5 sefirot, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Od. Ki kol echad mehem motzi peri lemineu. C'est-à-dire que chacune de ces séphirotes, elle va pouvoir à son tour faire sortir des fruits. Donc elle aura son jardin. Vechen yesh lahem ma'ayan mashkeotam. Et donc pour qu'il y ait un jardin, il faut qu'il y ait une source qui permette d'irriguer le jardin. Et donc Ve'u agan bina. Et il dit ici que on pourra même considérer que bina aussi, elle est considérée comme un jardin. Ve'achar shenaaseh me'agan ma'ayan. Et une fois que maintenant ce jardin, il va faire une source, mashke et taganim, il va irriguer les autres jardins. Comment est-ce qu'on comprend ça? De deux manières. Premièrement, n'oubliez jamais que le premier verset dans lequel on parle du jardin, c'est Venahar Yotse Me'Eden. Il y a un fleuve qui sort de Éden, les Ashkot et Tagan, pour pouvoir irriguer le jardin. Donc, il y a un fleuve qui sort de Éden. Alors, c'est très compliqué ce verset, mais on va dire en général que Éden, c'est Chorma. De Éden va sortir un fleuve, et ce fleuve, il va sortir de Chorma, et il va redescendre par Tiferet pour pouvoir irriguer le jardin qui est en bas dans la Malchut. Et donc, on aura, comme d'habitude, comme entre parallèles entre Malchut et Bina, un jardin dans Malchut et un jardin dans Bina. Ce que je vous avais dit à propos du jardin d'Éden d'en haut et du jardin d'Éden d'en bas. Et donc de même, il y a un jardin inférieur qui s'appelle Malchut, Migan Naase Mayan, et de ce jardin-là, ce jardin à son tour va se transformer en source, ou Mashke et Aganim, et il va irriguer les jardins qui sont en dessous de Malchut. Quels sont ces jardins qui sont en dessous de Malchut? On avait vu ça effectivement plus haut, à propos de ce fameux verset qui disait Betulot acharea reotea. La Malchut, elle a des jeunes filles qui sont derrière elle, qui la suivent et qui sont ses aimés. On avait vu ça. Ce sont les palais de la Malchut, ce sont les echalot de la Malchut, c'est-à-dire ce sont tous les degrés qui sont en dessous de la Malchut. On avait vu ça dans Gevaot, quand on avait parlé des collines. Et les collines de la Malchut, ce sont aussi les éléments qui sont en dessous d'elle, qui correspondent à ces palais de la Malchut. Et on avait cité le même verset, Betulot Aharea Reotea, qui est dans les psaumes 45, Tetvav. Vechen Piresh Rabbi Pinchas ben Yair Bazohar. Et c'est ainsi que l'a expliqué Rabbi Pinchas ben Yair dans le Zohar, à propos du verset Mahayan Ganim. Quand on avait dit là-bas que dans le Cantique des Cantiques, une source de jardin, Mahayan Ganim. Donc on a mis deux éléments ensemble. Et donc pour expliquer qu'effectivement le jardin devenait à son tour source par rapport à un jardin qui était plus bas que lui. Vechen Bina ou Malchut. Et de même, comme je vous avais dit au début, Bina et Malchut s'appellent aussi, chacun, Nikret, Gan, Eden, s'appelle le jardin de Eden. Mais n'oubliez pas, quand on a le jardin de Eden, ça veut dire que c'est le jardin d'un degré qui s'appelle Eden. Eden, normalement, c'est Chorma, donc c'est Chorma a un jardin dans Bina et un jardin dans Malchut. Et dans le Zohar, dans Parashat Toldot, on explique là-bas un autre terme qui est aussi dans le Cantique des Cantiques qui s'appelle Gan Ravé. Gan Ravé, c'est un jardin qui est très bien irrigué. Quand c'est marqué dans les psaumes Kossi Revaya, on verra à Revaya, ça veut dire que c'est un verre qui est rempli. Alors en général on dit que c'est un verre qui a rabord, mais ça veut dire qu'il a tout ce qu'il contient. Il n'a pas besoin de plus. C'est pas qu'il y en a trop, mais il est vraiment
bien rempli ce verre. Donc ici, pareil, c'est un jardin qui a exactement l'eau qu'il lui faut. Et la Malchut, elle s'appelle Gan Ravé. De quel point de vue? Beyot Yesod Betocha. Parce qu'il y a l'Yesod en elle, et c'est Yesod qui va lui apporter ce degré d'être correctement irrigué. Ou Memaleota ou Meraveota. Et c'est Yesod qui va donc remplir la Malchut, donc ce jardin, ou Meraveota, et qui va donc l'irriguer comme il faut, Ma'im Elionim, à partir en faisant descendre des eaux qui proviennent de l'en haut, Keminago Atov, comme il se doit, pour que ce jardin soit bien entretenu. On va terminer sur Ginat Egoz. Alors, Ginat Egoz, c'est donc aussi dans le Cantique des Cantiques, c'est littéralement le jardin de la noix. Alors, on avait déjà vu Egoz, rappelez-vous, Egoz à propos de la noix. On avait vu Egoz, vous regarderez plus haut, à propos le Zohar, il va parler de ça à propos des écorces. Vous savez que la noix, elle a une écorce extérieure, elle a une membrane intérieure, etc. Et c'est expliqué dans les Tikkunim que la Malchut, elle s'appelle Ginat Egoz, dans le sens où c'est un jardin, mais simplement c'est un jardin de noix. Or, ça provient d'où la noix? La noix, elle provient de Yesod, Ken in Israël mina Egoz, lorsqu'elle est ensemencée de par la noix, qui est le degré de Yesod. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait Gan, on va faire Geffen. Alors Geffen, encore une fois, revenons sur le mot lui-même. En général, on traduit par le raisin. Mais il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner le raisin. Comme en français, on peut désigner la vigne, on peut désigner le raisin et on peut désigner aussi la grappe. Donc ça peut être un nom générique ou un nom particulier. Donc par exemple, on pourra dire, quand on parle de la vigne en général, on parlera de tiroche. Tiroche, ça désigne, d'après le Sanders, c'est du vin brut, du vin qui n'a pas encore fermenté, du mou, d'accord? Et il dit aussi que ça peut désigner aussi une catégorie de vin. En tout cas, Geffen, c'est à la fois le fruit et c'est à la fois le plant de vigne. Alors, Geffen nikreet ashrina. Geffen, ça indique la shrina, la présence divine. Pourquoi? Parce que c'est indiqué dans les psaumes que Geffen poria. Il y a marqué là-bas que c'était comme une vigne fructueuse, comme une vigne qui produit beaucoup de fruits. Vehi, et c'est aussi Geffen mimitzraim tasia, comme c'est expliqué aussi dans les psaumes, un raisin qu'on aura fait venir d'Égypte. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit des enfants d'Israël. C'est expliqué dans les psaumes là-bas que les enfants d'Israël, c'est comme une vigne qui était en Égypte et on l'a faite venir d'Égypte. Donc il s'agit bien effectivement de la shrina, et ça indique le fait que maintenant elle sort de l'exil, Betseta min agalut. Et à ce propos de la shrina qui est indiquée comme étant cette vigne, il est écrit aussi dans les psaumes, Abet mishamaim, regarde depuis les cieux, Ur-e ufkod gefen zot, et regarde et occupe-toi de cette vigne-là. Alors, pourquoi est-ce qu'ici maintenant ce verset il nous intéresse? Parce qu'il y a marqué gefen zot, cette vigne, la vigne, celle-ci. Or zot, c'est aussi la malchut, comme on verra quand on sera à zot. Donc quand on dit zot, celle-ci ou celle-là, l'article pour désigner cet élément féminin, c'est la malchut. Donc gefen de izot vadai, et donc c'est-à-dire c'est la vigne qu'on appelle zot, donc c'est-à-dire celle qui est la malchut. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la malchut, on l'a désignée ici de ce nom-là de vigne? V'atam shenikret gefen, qui kemo shea gefen, et ça sera expliqué dans le Zohar que de même que la vigne, ena mekabelet arkava mimin acher,
La vigne, on ne peut pas la greffer avec un autre plant. La vigne, c'est un fruit, un arbre qu'on ne peut pas greffer. Donc de même, l'Assemblée d'Israël, on ne peut pas lui greffer un élément étranger. Car à Malchut, Ena Mekabelet, et de même la Malchut, elle ne reçoit que de son époux. Elle ne peut pas recevoir d'un autre degré, c'est-à-dire de Tiferet. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayechi. Pourquoi ? Parce que dans Parashat Vayechi, là-bas, il y a une bénédiction, les bénédictions de Yaakov, et il y a une bénédiction qui va être adressée, et la bénédiction qui est adressée à Yehuda. Et Yehuda, son père, il va lui dire « Osri la gefen iro ». Il attache la vigne, et là-bas, dans cette vigne-là, elle est considérée comme étant composée de 3 grappes. Ou ba gimel serigim, she'em ha'eshkolot, et qui correspondent à ces grappes. Or, la notion de grappe, eshkol, on l'avait vu plus haut, en disant que les grappes, ça correspondait à Netzach et Od. Donc, ce sont ces grappes qu'on a expliquées plus haut, et ça veut dire que la Malchut, elle va puiser d'un vin qui est plus haut. C'est-à-dire quoi ? Parce que ici, évidemment, on est à Geffen, on n'est pas à Yain. Parce qu'évidemment, la vigne n'est pas encore du vin. Or, il y a un vin qui s'appelle le Yain à Meshumar. C'est quoi le Yain à Meshumar ? C'est un vin qui est gardé, qui est protégé. C'est un vin comme le vin kasher, on fait attention à ce qu'il soit préservé des forces étrangères. Et ce vin-là, on l'appelle Yain à Meshumar Be'anvav. C'est un vin qui est gardé dans ses raisins. Il est à l'intérieur des raisins. Et ça correspond à un degré qui est beaucoup plus haut. Le Yain à Meshumar, en général, je pense qu'il est lié à la Bina. Et c'est par exemple que ça explique pourquoi est-ce que dans la Gemara, on va dire des choses contradictoires à propos du vin. On dit quoi par exemple ? Que celui qui rêve de vin, ça peut être une bonne chose ou ça peut être une mauvaise chose. Et donc, parce qu'il y a du bon vin et du mauvais vin. Alors il dit parce que quand il s'agit de ce vin-là, ou de ces raisins-là, on dit que Anavim Yafim la Halom, ça c'est bon pour le rêve, parce que ça indique un influx qui provient de la Bina. Comme on verra lorsqu'on parlera de l'article 20. Veyesh Geffen, mais maintenant il y a un mauvais vin. Il y a un vin qui s'appelle un vin étranger. Veyesh Geffen anikret Geffen Nochria. Et ces raisins aussi, ils sont mauvais. Inverosh Ashkolot Merorot Lamo. C'est expliqué là-bas dans Devarim qu'il s'agit dans Devarim 32 que ce sont des raisins empoisonnés. C'est un poison, c'est pas bon. Roche, regardez ce que c'est, cette notion de roche. Roche, je pense qu'en général, c'est traduit comme étant quelque chose qui a un mauvais goût. De l'absinthe, mais pas l'absinthe l'absinthe, mais dans le sens où quand l'absinthe, je pense qu'on la consomme pure, alors c'est quelque chose qui est pas bon du tout. C'est pour ça qu'il faut la distiller, cette notion d'absinthe. Regardez là-bas dans le verset, Inverosh Eshkelotea. Et ça correspond à un vin qui provient du côté des écorces. Donc il y a un vin qui est bon. Quand on rêve de ce vin, ça s'appelle, ça qu'on a dit que rêver de ce vin-là, c'est bon pour le rêve. Il y a un vin qui est mauvais, qui est complètement de l'autre côté. Veyesh Geffen Benonit. Et il y a un vin intermédiaire. Et ce vin-là, Veya Geffen, et cette vigne-là, Ve'anavim, cette vigne et ses raisins. Et ça, chez Enam Yafim Lachalom. Et ça, c'est pas très bon pour le rêve, parce que ça provient du côté du din, comme on l'a expliqué. D'accord ? Alors après, est-ce qu'il s'agit du vin blanc ou du vin rouge, ou de divers types de vins ? Voir comment est-ce qu'on interprète là-bas la Gemara dans Berachot à propos de celui qui rêve du vin. Alors on va terminer maintenant par un mot particulier qui s'appelle le mot de guerre. Gimel Resh. Alors, guerre, normalement,
ça indique... alors, guerre, ça vient de lagour, de quelqu'un qui habite. Mais ça a le sens aussi de quelqu'un qui est étranger. Simplement, il y a guerre et il y a zar. Alors, zar, c'est vraiment étranger dans le sens où c'est pas du tout, c'est étrange, ça provient de l'autre côté. Guerre, ça veut dire c'est quelqu'un qui habite dans un autre endroit. Ça veut dire il est pas, c'est pas un autochtone, d'accord. Et par exemple, zar, c'est vraiment comme par exemple quand on dit avoda zara, c'est-à-dire c'est un service complètement étranger à nous. Alors, donc ça veut dire guerre, c'est un degré qui est pas à sa place. Voilà. Guerre, c'est quelqu'un qui est pas à sa place. Normalement, il devrait habiter là-bas, mais il est parti dans un autre endroit. Il a été exilé. Alors, si c'est comme ça, guerre les familles à Tiferet, Mimekomo. Ça désigne Tiferet lorsqu'il n'est pas à sa place. Veu golé. Et donc, il va être exilé. Pourquoi est-ce qu'il est exilé? Eh bien, à cause des fautes. Alors, si peut-être en bas en Israël, il y a des fautes, alors ça va faire que Tiferet, lui, il va se déplacer. Il sera plus dans sa maison. Par exemple, à propos du verset, Ketsipor nodedet min kina ken ish noded mimekomo. C'est expliqué dans Michelet, dans les Proverbes. De même qu'il y a un oiseau qui sort de son nid et il va aller de nid en nid. Donc c'est un oiseau errant. De même, il y a un homme aussi qui peut sortir de sa maison et il va de lieu en lieu. Donc ça décrit l'exil. Et là-bas, Tzipor, peut-être que ça serait Tiferet. Ou Kaviarol. Et donc si maintenant il n'est pas chez lui, il n'est pas à sa place, donc tout ce qu'il va faire, ça sera pour d'autres personnes, ça sera pour un autre pays, ça sera pour d'autres éléments. C'est pas là où il aurait dû être, c'est pas là où il aurait dû employer ses capacités. Ou Kaviarol mashpia el achitsonim. Et donc du coup, il va donner une influence aux forces extérieures. Alors à ce moment-là, il s'appelle guerre. C'est à ce moment-là qu'on va dire qu'il est effectivement, il n'est pas à sa place. Et donc c'est pour ça que par exemple Moïse, alors Moshe, on verra, normalement Moshe il est Tiferet, avec évidemment des nuances particulières. Mais donc Moïse lui-même qui est Tiferet, qu'est-ce qu'il a dit? Ki geraiti be'eretz nochria. Il a dit parce que moi j'ai été étranger dans une terre qui n'est pas la mienne. Parce qu'il a dit effectivement, du coup, j'ai apporté des choses là où ça ne devait pas être. Mais maintenant, écoutez bien ce que dit le Ramak. Ou mitahamze. Et donc, c'est pour cette raison-là que celui qui va se convertir au judaïsme, Nikra Midgayer guerre. Et on l'appelle un guerre. Alors c'est vrai qu'il y a dans ce mot une ambiguïté, parce que guerre, ça veut dire c'est quelqu'un qui habite. Très bien. Quand on dit en hébreu gar, lagour, c'est habiter. Mais c'est dans le sens de quelqu'un qui habite, mais il n'habite pas chez lui. Il n'habite pas au bon endroit. C'est ça. Donc dans le Seder, il dit guerre, habitant d'un pays qui n'est pas sa patrie. Donc il habite, gar, il habite, mais c'est pas sa vraie patrie. D'accord? Alors que un toshav, mais on est ici dans les guillemets, donc on verra plus tard cette notion de toshav. Alors, pardon. Et toshav aussi. Donc guerre et toshav, ça veut dire c'est un habitant, un homme qui est établi dans un pays étranger. Donc il n'est pas... reprenons. Guerre, ça veut dire qu'il habite, c'est un habitant, mais c'est pas son lieu d'origine. Toshav aussi, c'est pas un autochtone, on va dire. Alors maintenant, on dit qu'il est guerre, et maintenant, celui qui se convertit, on va l'appeler un guerre aussi. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un guerre? Et d'ailleurs, même le processus par lequel on se convertit, ça s'appelle le giour. Donc quelque part, comme si on disait que cette personne-là, maintenant, il va devenir un peu étranger. Alors, voilà comment il faut comprendre. Ki uaya omed adata bimkom aklipa. Cette personne-là qui va se convertir, elle s'est convertie parce qu'elle pensait que, ou elle a ressenti, ou qu'elle n'était pas à sa place là où elle était. Elle a besoin de changer. Elle se dit,
voilà, moi, j'étais un non-juif, mais c'était pas ma place. Je sentais des affinités vers quelque chose d'autre. Alors, où aya omed adata bimkom aklipa be'eres nuchria. Il était jusqu'à présent dans l'endroit des écorces, dans une terre étrangère. Yonek yain nesechim, et il puisait le vin des libations, qui n'est pas le vin du bon côté. Ashpa'am Surya Gefen Nochria Rahamana Selan, et donc il était sous l'influence de ces mauvaises forces, que Dieu nous en préserve. Et donc maintenant, quelque part, il retrouve sa place. Donc cette notion de guerre, c'est à la fois le fait qu'il habite, mais en même temps qu'il n'était pas à la bonne place. Donc on l'appelle guerre, non pas par rapport à ce qu'il est maintenant, mais par rapport à ce qu'il était avant. Très intéressant cette remarque du Ramak. Donc maintenant, nous avons, Ramak dit, notre pauvre connaissance a terminé l'examen de la lettre Gimel. Et nous allons maintenant commencer, si Dieu veut, dans le prochain chapitre, l'examen de la lettre Dalet, avec l'aide de celui qui influe la Bina, c'est-à-dire la distinction, la compréhension sur ces créatures. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.